Bonsoir tout le monde et merci d'être parmi nous ce soir si nombreux par ce froid glacial. On est content donc de vous recevoir et de recevoir nos invités pour parler d'un sujet assez grave et inédit. Puisque le livre qui a été publié au mois d'octobre par les soins de Garance Lequen était véritablement un choc puisqu'il a porté sur un sujet évidemment tabou jusqu'à présent, à savoir la torture dans les geôles de Bachar el-Assad et cette torture systématique que pratiquait donc le régime, et grâce à un photographe syrien qui travaillait d'ailleurs pour le régime de Bachar el-Assad. Il a exfiltré l'équivalent de 45 000 clichés à l'extérieur et quand on voit donc ces clichés, on se fait une idée sur la nature du régime et la nature de la machine de mort syrienne qui a pratiqué avant la révolution, pendant les événements et après et jusqu'à aujourd'hui cette torture systématique. Donc ce livre que vous trouverez donc à l'entrée en vente, j'imagine que certains d'entre vous ont pu le lire. Garance Lequen a rencontré ce photographe, César, c'est son nom de code, et elle a travaillé avec lui, elle l'a interviewé, et de cette entrevue, de cette rencontre, est né donc ce livre. Avec nous ce soir également un artiste syrien qui a connu les geôles de Bachar el-Assad, qui a été torturé, Hamid Slimane, que je remercie d'être parmi nous ce soir. Et Hamid Slimane est un artiste, je dirais, complet, puisqu'il marie aussi bien la BD que le dessin qui nous rappelle un peu des dessinateurs palestiniens et d'autres dessinateurs internationaux quand ils trempent la plume dans la plaie. Et on va découvrir avec lui évidemment une série de dessins qui sont vraiment révélateurs de son imaginaire, de son travail, de sa souffrance. Et je remercie également Simon Forman, qui est avocat, qui a travaillé pour Amnesty International et qui continue encore à travailler pour cette organisation. Et on aura l'occasion de l'écouter pour nous éclairer sur l'aspect juridique. Et évidemment, l'animateur, vous le connaissez, c'est Abderrahim, Kader Abderrahim, qui est journaliste et en même temps enseignant, politologue. Il intervient dans de nombreuses émissions sur les chaînes françaises et je le remercie de conduire cette séance. Et je vous rappelle après, avant de passer le micro à Kader, je vous rappelle que la semaine prochaine, on aura l'occasion d'accueillir, dans le prolongement de ce beau documentaire qui a été présenté sur Arte, les deux auteurs qui ont écrit le livre sur Jésus et Mohammed. Il est toujours un peu polémique de parler de Mahomet parce qu'il y a des gens qui refusent évidemment cette appellation, mais on a repris un peu dans l'intitulé, on a repris leur titre, et je veux dire, nous accueillerons Jérôme Prieur et Gérard Mordia, et la soirée sera animée par un autre journaliste du
monde diplomatique et collaborateur du monde diplomatique, Akram Balkaïd. Voilà, je vous remercie encore une fois et je passe le micro à Kader Abdelrahim. Bonsoir à tous. Voilà, Marté Rabbal, c'est le responsable scientifique des Jeudis de Lima. C'est le Dominique de Villepin de Lima. Il fait tout, il dit tout, et moi je vais essayer de faire le reste. Donc, comme les présentations ont déjà été faites, je vais tout de suite donner la parole à Hamid Suleiman, qui va à la fois nous livrer son témoignage, qui a été un des moments douloureux et pénibles pour lui, mais qui va également nous parler de son travail aujourd'hui, de cette résilience qu'il essaie de construire après ce qu'il a vécu dans son pays natal. Merci Hamid. Merci à vous Kader. Bonsoir, je suis Hamid Suleiman. Je suis en France, ça fait presque 4 ans. Du coup, je parle un peu français, je ne parle pas très bien. Du coup, j'ai demandé à Garance à me corriger si vous ne comprenez pas. En fait, j'ai lu l'opération César de Garance et je remercie Garance pour faire ce bouquin sur la torture systématique en Syrie parce que ce genre de torture a été toujours en Syrie, spécialement depuis l'année 82, qui a été connu spécialement dans la prison de Palmyre, au milieu du désert en Syrie. Ma première souvenir, quand j'avais presque 7 ans, il y a un ami de mon père qui a sorti de la prison de Palmyre, après rester dedans pour 13 ans. Il est sorti de prison, lui il vient d'une autre ville. Il était obligé pour manifester pour Hafez al-Assad, pour remercier Hafez al-Assad. Après, il ne pouvait pas revenir dans sa ville parce qu'il n'a pas d'argent. Il est venu chez nous. Après 13 ans, dans la prison de Palmyre, la mission ne pouvait pas vraiment marcher jusqu'à aujourd'hui parce qu'il était torturé dans toutes les façons qu'on peut imaginer pendant 13 ans. Depuis ce moment-là, j'ai compris c'est quoi la torture et c'est quoi la réalité du le régime d'Assad et de Baas Parti en Syrie. Bien sûr, l'année 2011, quand la révolution a commencé, j'ai participé dans les manifestations et j'ai commencé à dessiner qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à la manifestation et de révolter contre le régime qui utilise la torture pour faire traumatiser les gens et pour obliger tout le monde à ne pas parler de politique. Et depuis le début de la révolution en 2011, le régime a recommencé le même système de torture et d'emprisonner les activistes en Syrie, spécialement qui, depuis l'année 63, en Syrie, nous, on vit sur l'urgence, l'état d'urgence. Et du coup, avec l'état d'urgence, le régime et les policiers, ils ont le droit d'arrêter les gens sans donner un réseau, sans dire à sa famille il est où. Et il y a beaucoup de gens depuis l'année 80 qui sont disparus, qui étaient arrêtés par les policiers politiques ou qu'est-ce qu'on dit, nous, mukhabarat en Syrie. Et jusqu'à aujourd'hui, leur famille, ils ne connaissent pas, ils sont où. Et les gens, elles parlent de 17 000 depuis l'année 82. Et maintenant, on ne sait pas exactement c'est combien exactement le numéro, mais j'ai écouté des numéros comme 40 000 personnes qui sont disparues. On ne sait pas s'ils sont morts, s'ils sont emprisonnés ou quoi exactement. Mon expérience, quand j'ai commencé à manifester, j'étais à Damas, je viens de Damas. À Damas, le régime il a insisté que les révolutions ne marchent pas à Damas, qu'on n'a pas beaucoup de manifestations à Damas. Du coup, il y avait beaucoup de soldats d'armée syriens
et de paramilitaires qui nous dit Shabiha, qui sont toujours dans les roues. Et il y a des gens même volontairement qui sont participés avec le régime pour arrêter les manifestations. Du coup, c'était vraiment difficile à Damas. Et avec tout ça, il y a toujours des petits mouvements pour manifester, pour essayer de monter des manifestations. Et ici, j'ai commencé à voir vraiment la violence dans les roues avant d'aller en prison. Quand les soldats de Bachar arrêtent les manifestants avec une façon de violence que j'étais obligé à le dessiner. Et après, une fois, nous étions dans une manifestation, nous étions presque 1000 personnes en train de manifester. On a eu plus que 4 ou 5 000 soldats qui ont attaqué la manifestation. Ils ont arrêté tout le monde. Nous étions totalement circulés par eux. Ils ont torturé tout le monde dans les roues. J'étais frappé trop fort. Ils ont cassé mes 3 dents devant. Je suis allé à l'hôpital après et je n'étais pas un prisonnier ce jour-là parce qu'il n'y avait pas assez de bus pour ramener tous les gens aux prisons. Quelques jours après, et ici où j'ai dessiné le dessin qu'on a vu les flics qui sont en train d'arrêter quelqu'un sur le trottoir. Et je l'ai fait publier sur Facebook. Quelques semaines après, je savais que j'étais demandé parce qu'il y a des policiers qui sont venus me chercher à la maison. Du coup, j'étais obligé à quitter ma maison. Une semaine après, les mêmes sont revenus. Je n'étais pas à la maison. Ils ont pris mes parents comme des otages. Il y a ma mère qui m'a appelé, qui est une avocate, qui n'a pas le droit de me défendre dans la prison qui s'appelle 215, qui est la branche. 200. Ça marche, oui. 215, c'est la branche des services de renseignement militaire, une branche qui est en plein centre de Damas. Et dans le bouquin de Garance, on voit que la majorité des gens qui se font tuer sous la torture, ils étaient tués là-bas dans le 215. Ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle est arrêtée avec mon père. Elle a essayé de me donner un chiffre pour échapper. Mais moi, j'étais obligé d'aller pour libérer mes parents. Je suis allé en prison. J'étais dans le 6e étage où ils ont fait un autre... il y a la prison qui est en bas, qui est le plus terrible. Et le 6e étage, c'est pour les artistes, pour les avocats, pour les intellectuels, on peut dire. Du coup, là-bas, il n'y avait pas vraiment une torture et violence physique. Mais la violence que j'ai vécue, c'était vraiment une violence très forte parce que quand j'étais un prisonnier, j'étais demandé à écrire et à dire toutes mes activités et les activités de mes camarades et mes amis. Et j'ai essayé de résister. Et pendant 2 jours, j'étais toujours obligé à écrire. Et chaque fois je sors, elle m'a dit « Non, ce n'est pas la vérité, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Le 3e jour, elle a fait sortir un grand dossier rempli avec des papiers. Et dans ces papiers, il y a tous mes appels téléphoniques. Elle a commencé à lire tout ce qu'il y a dedans. Et j'imagine, moi, j'ai vu tous les papiers, c'est écrit à la main. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le centre qui est toujours sur mon téléphone, qui écrit tout ce que je dis à mes amis, à ma famille, à tout le monde. Et ici, il a trouvé un peu des appels téléphoniques qui donnent des preuves que j'ai participé dans les manifestations et j'ai participé dans organiser les manifestations. Ici, je n'étais pas coupable à résister plus parce qu'il y a une évidence qui dit qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait, mais en même temps qu'il ne savait pas tout. Du coup, dans cette situation, nous, on dit qu'il fallait vraiment, quand quelqu'un se fait un prisonnier, il fallait qu'il résiste pour 48 heures que ses camarades
elle échappe ou ouais, elle se cache. Et après, elle essaye de dire tous les infos qu'il connaît déjà. Du coup, j'ai juste réécrit mon histoire avec les infos qu'il connaît déjà. Après, elle m'a fait sortir plusieurs fois pour répéter les mêmes informations et j'avais un band sur mes yeux. Du coup, je ne savais pas qui il y a dedans. Et après que je suis resté presque 10 jours, quand je suis sorti, je trouvais que mes amis et mes camarades étaient arrêtés. J'étais obligé à témoigner contre eux, devant eux, et je ne savais pas qu'ils étaient là, parce que j'avais la bande sur mes yeux. Ça, c'est l'histoire que j'ai vécue vraiment dans le 1215. Après ça, je suis sorti. J'étais demandé par des autres centres de police politique. Et j'étais obligé à échapper encore une fois. Et j'étais arrêté une autre fois dans ma voiture. Ils m'ont ramené dans un autre centre qui est le centre de police politique. Je ne sais pas le numéro exactement. Et je suis rentré. Ils m'ont dit que le colonel juste voulait boire un café avec moi. J'ai attendu. Après, il y a un policier qui est venu qui m'a dit que le colonel n'est pas libre. Il faut rentrer à la cellule pour l'attendre à l'intérieur. Du coup, je suis arrêté une deuxième fois. J'ai resté 8 heures en prison. Et après 8 heures, ils m'ont demandé de partir. J'ai vu qu'ils ont utilisé mon voiture. Ils ont marché presque 500 km dans ma voiture. Ils ont utilisé tout l'essence. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Tous ces événements, c'était dans les premiers 2 mois de la révolution syrienne. J'étais arrêté la première fois en mai 2011. Oui, mai 2011 la première fois. Et après, fin de mai 2011. Après, il y a chaque 2 ou 3 jours, il y avait des polices de centres policiers politiques différents, parce qu'en Syrie, on a 13 centres différents qui s'occupent de sécurité politique et nationale. Et après, j'ai reçu aussi une procédure de la tribunal militaire parce que je soutiens les terroristes. Avec tout ça, j'étais obligé à quitter la Syrie. Je suis parti. Les gens qui étaient avec moi en prison quand j'étais arrêté pour 10 jours. Pardon, je t'interromps. Combien de temps tu es resté emprisonné? La première fois, 10 jours, c'est ça le long temps. Les autres fois, je pars, je reste 1 jour ou 8 heures et je sors et je ne comprends pas pourquoi. Je suis arrêté, je sors, je ne comprends pas pourquoi j'étais arrêté. Mais au début de la révolution, le régime il a essayé de ne pas vraiment montrer beaucoup de violence, spécialement à Damas. Dans les autres villes, ça passait plus violence. Quand je suis resté 10 jours, j'étais avec 3 personnes dans la même cellule. 2 entre eux, ils étaient tués dans la prison. Ils n'ont jamais sorti. Un de eux est il était un prof de langue française dans une école à Damas. Et comment tu peux nous raconter comment tu quittes la Syrie et à quel moment? En 17 août 2011, quand ça est devenu vraiment une guerre, où il y a des checkpoints partout à Damas, où personne ne pouvait vraiment bouger, j'étais demandé par Plaisir, centre de police politique, et j'étais demandé pour une procédure dans un tribunal militaire pour soutenir le terrorisme et pour essayer de changer la constitution dans une façon illégale. Oui, tu es accusé de terrorisme à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et j'étais aussi interdit de quitter la Syrie. Je ne pouvais pas partir. Et en ce moment, j'ai commencé à chercher d'échapper de la Syrie clandestin. Et ici, je trouvais un colonel à l'armée syrienne qui est sur le contrôle de frontières, qui a été avec la révolution, mais il est dedans. Il ne dit pas, il continue de travailler avec l'armée, exactement comme il a fait César. Et lui, il a aidé des gens à partir de la Syrie.
Du coup, il m'a appelé, il m'a dit, quand je t'appelle, il faut pendant 3 heures que tu seras sur les frontières de la Jordanie. Du coup, il m'a appelé un jour, il m'a dit, aujourd'hui, minuit, il faut que tu seras là. J'étais là-bas, elle m'a aidé, elle m'a fait le tampon normalement et j'ai quitté le pays grâce à lui. Après, je suis allé en Égypte et mon passeport a expiré. Du coup, aussi, je suis resté 1 an en Égypte clandestin. Et là-bas aussi, où il y a quelqu'un qui bosse dans l'ambassade syrienne qui a aussi décidé de déserter, qui a appelé toutes les gens qui sont comme moi sans passeport pour leur aider pour renouveler les passeports. Et après, elle a déserté. Après, j'ai pris un visa pour aller en Allemagne et je suis venu ici à Paris. Bon, on voit un peu la manière dont le régime fonctionne à la fois pour briser ceux qui ont des velléités comme Hamid Sleiman de se mobiliser pour améliorer les choses dans son pays, et en même temps un système quasiment pyramidal et très très bien huilé de terreur, sur le mode un peu stalinien, et qui fait qu'on brise à la fois ceux que l'on retient, ceux que l'on détient, et qui a aussi pour objectif d'intimider, voire de briser par ricochet ceux qui sont à l'extérieur et qu'on soupçonne de participer à ces mouvements et à ces mobilisations populaires. J'aimerais maintenant, si tu veux bien, Hamid, peut-être que tu nous parles un peu de ton travail et des différents croquis qu'on vient de voir et que Garance a fait défiler. Okay. Peut-être, j'imagine que chaque dessin est relié à une histoire ou particulière dans ta mémoire. Le dessin que vous voyez maintenant, c'est un dessin que j'ai dessiné au début de la Révolution qui s'appelle la terreur. Je montre vraiment la terreur parce que le régime et le volet qui tout le monde avoir peur de participer. Il y avait beaucoup de gens en Syrie qui sont contre le régime, qui sont rêvés vraiment de participer dans la manifestation, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont vu ce sera quoi le résultat de participer. Ici, une photo d'une fille qui est en train d'être fichée dans la prison. En fait, j'ai dessiné ça quand un de mes amis qui était arrêté, je ne pouvais pas quoi faire. Du coup, j'ai dessiné ce dessin pour elle. Elle est maintenant à Paris aujourd'hui. Ici, un prisonnier qui est dans son cellule, et c'est un cellule de 60 cm par 60 cm. Et elle continue à rêver. Ici, quand j'ai rentré dans la prison, dans les couloirs, je voyais les gens qui étaient torturés. En fait, des fois, de juste voir les gens qui sont en train d'être torturés, c'est plus difficile de vraiment être torturé et d'écouter des voix, parce que toujours dans la prison, on écoute des voix, des cris tout le temps. En fait, le truc qui est aussi bizarre, que j'écoutais beaucoup des cris des enfants et des femmes, tout le temps, qui s'arrêtent jamais. Aussi, nous étions obligés à écouter tout le temps des chansons de pro-Bachar, tout le temps en prison. Ici, c'est un dessin aussi inspiré de Hamza al-Khatib, le gamin qui a été torturé, qui se fait tuer sur le torture en 2011, qui était reconnu. C'est un gamin de 13 ans. Et ici, c'est le résultat après les attaques de policiers. On voit toujours qu'ils rentrent chez les gens ou dans les rues, ils frappent tout le monde, ils trouvent le sang partout. Et après, on regarde ça et on savait qu'il y avait une manifestation ici. Et ici, un dessin aussi sur qu'est-ce qu'on s'appelle l'urbanicide, le génocide urbain, parce que la Syrie est totalement détruite. Damas est une des plus vieilles capitales dans le monde.
Alep aussi, Homs, toutes ces villes, Alep est presque totalement détruite et Homs paraît. Du coup, j'ai dessiné une maison qui est partie, qui reste juste la porte de cette maison. Ici, c'est un dessin que j'ai vu quand j'étais arrêté, quand je suis allé plusieurs fois rentrer et sortir. J'ai vu qu'ils ont mis des gens comme ça partout dans le couloir. Et ça, il y a des gens qui restent comme ça une semaine. Ils se font tuer comme ça, juste comme ça, pas rester comme ça. Et après que je quittais la Syrie, je suis resté en contact avec mes amis qui étaient arrêtés. À l'école et à l'université, j'étais ami avec un groupe de 5 amis, 5 proches amis qu'on a même essayé de faire une bande de musique. Aujourd'hui, il n'y a que moi et un autre qui est vivant. Et l'autre qui est vivant, il a resté 4 ans en prison. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est en Allemagne aujourd'hui. Il a été même obligé à prendre le bateau pour venir en Europe. Les 3 autres, il y a un qui se fait tuer sur le tour. Après, il a été emprisonné pour 5 jours. Et le 6e jour, ils ont appelé sa famille pour rendre son corps. Ils étaient obligés à signer un papier qui dit qu'il se fait tuer par une crise cardiaque et un autre papier qu'ils ne vont pas faire une funéraille. L'autre qui est disparu il y a 3 ans, on ne savait pas il est où. On a cherché dans les photos de 6 heures. On a trouvé une photo d'un homme qui ressemble trop à lui. On espère que ce n'est pas lui. Et le 3e qui se fait tuer dans la rue. On ne sait pas pourquoi. Ce n'était pas une manifestation, c'était rien. En 2011, il s'est fait tuer. Merci Hamid pour ce témoignage, bon évidemment poignant, hein, je ne vais pas en rajouter. On reviendra tout à l'heure sur ce témoignage quand même, parce que ça illustre à la fois la manière dont le régime continue depuis son accession au pouvoir, pas avec le fils mais même avec son père, depuis 1970, dès les origines quasiment à voir cette société comme un ensemble qui pouvait incarner une menace et n'a jamais cherché à établir de liens ou de relations. Je pense que Garance va insister là-dessus. Et puis, on reviendra également pour dire qu'il y a déjà plus de 30 ans, il y a déjà eu des massacres similaires commis par le régime dans la ville de Hama. Mais bon, entre-temps, je poserai la question à Garance de savoir ce livre, comment il est né, son histoire. Bon, évidemment, il faut le lire. C'est une lecture difficile, hein, mais qui est absolument indispensable pour bien comprendre la nature de ce régime et son mode de fonctionnement, qui a, encore une fois, dès les origines, établi un système, un appareil répressif extrêmement brutal, violent, qui est quasiment un État totalitaire. Je pense qu'on va être d'accord sur cet adjectif, et que tu nous racontes également, évidemment, ta rencontre avec César qui a été par 2 fois failli capoter, puis finalement ça s'est fait. C'était très dur, très difficile d'établir le contact avec lui, parce qu'évidemment il est réfugié, il sait qu'il est menacé, et finalement il finit par accepter de te rencontrer. Donc Garance, si tu peux nous raconter un peu la genèse du livre, et surtout cette rencontre avec César et ces dizaines de milliers de clichés qui ont permis aujourd'hui à la communauté internationale de comprendre que ce qui se passe en Syrie, c'est des massacres de masse, d'ampleur, et ce ne sont pas des situations ou des cas isolés. Garance, merci. Bonsoir. En fait, je ne vais pas commencer comme ça, Kader. Hamid est parmi nous ce soir. Il a de la chance, il est là, il est vivant. Il y a entre 100 000 et 200 000 Syriens qui sont dans les prisons du régime, dont on n'a aucune nouvelle. Mais aucune nouvelle. Voilà. Les parents de Hamid ont été pris en otage. Hamid s'est rendu pour que ses parents soient libérés. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de familles qui n'ont aucune nouvelle de leurs proches, mais absolument aucune nouvelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être pour préciser ce que nous a raconté Hamid. Hamid a été détenu dans la branche 215 des services de renseignement militaire. La branche 215, elle est tout à fait au milieu.
Si vous voyez au milieu, il y a marqué 215, c'est la branche militaire. Elle est à 800 mètres de l'hôtel Sheraton et elle est à 800 mètres de l'Opéra de Damas, où se jouent encore des concerts. Donc voilà où était détenu Hamid. Et comme il dit, il avait de la chance, il était au 6e étage. Quand vous êtes dans les sous-sols, vous n'avez pas d'air, vous n'avez pas à manger et vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes, ou seulement 2 fois par jour. Et Hamid était au 6e étage, donc il était moins torturé que les autres. Et pourtant, il l'a été et il a entendu les cris. Et ça se passe en plein centre de Damas. Voilà. Et on sait tout ça. C'est assez compliqué parce que, quelque part, tout le monde sait, en fait. Tout le monde sait ce qu'il se passe à Damas. Tout le monde sait ce qu'il se passe dans les centres de détention des services de renseignement du régime syrien. On n'en parle pas, ou on n'ose pas en parler. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau, parce qu'effectivement, ça fait depuis les années 70 et depuis la prise de pouvoir et le coup d'État du père de Bachar el-Assad, Hafez al-Assad, qu'il y a de la torture, qu'il y a des disparitions et des arrestations par milliers, par dizaines de milliers. En revanche, ce qui semble tout à fait nouveau en ce moment, depuis la Révolution, c'est que les détenus meurent en masse, ils meurent de faim, ils meurent d'étouffement, et une fois qu'ils sont morts, il y a des gens de la police militaire qui photographient leurs cadavres. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau, ce n'était pas le cas sous le régime du père. Et ces photos étaient restées secrètes jusqu'à ce qu'un homme, au début de la Révolution, en avril 2011, en fait c'est un photographe de la police militaire, donc qu'on appelle maintenant César, qui a été chargé de photographier les corps des soldats, comme dans l'ensemble des armées du monde, il y a une justice militaire et il y a une police militaire. Il était chargé de photographier les corps des soldats morts dans un accident de voiture, tués, qui se sont suicidés, enfin morts de différentes façons. Et en mars 2011, on lui demande de photographier des corps de manifestants. Les manifestants dont nous a parlé Hamid, et notamment des manifestants de Daraa. Daraa, c'est une ville du sud du pays où a démarré la révolution syrienne. Et ce sont des hommes, des femmes, des grands-pères, des enfants. Et on lui demande aussi, de photographier le corps de Hamza al-Khatib, que Hamid a dessiné. Qui avait donc 13 ans, qui s'est fait arrêter à un barrage. Il allait manifester à Daraa. Ça, c'est tout à fait au début de la Révolution. Et puis, les corps sont de plus en plus nombreux. Et ensuite, ce ne sont pas que des manifestants, mais on lui demande de photographier des corps de détenus. Il s'aperçoit évidemment que les détenus ne sont pas morts d'une crise cardiaque, comme tous les certificats de décès le mentionnent, mais ils sont visiblement morts de torture. Et au fur et à mesure que les semaines passent, ils sont visiblement morts de faim parce que les corps ne font plus que 30 ou 40 kilos. Et là, il se dit que ce n'est pas possible, il faut qu'il déserte. Et il en parle à un de ses meilleurs amis qui se fait appeler Sami, parce que depuis la révolution syrienne, la plupart des Syriens portent des pseudonymes si jamais ils se font arrêter, pour éviter de se faire reconnaître. Donc Sami, son meilleur ami, lui dit il faut que tu restes, il ne faut pas que tu partes. Parce que ces photos seront des preuves des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du régime syrien. Et César accepte. Et donc pendant 2 ans, César va copier sur une clé USB les photos qu'on lui demande de prendre. Et il va les sortir régulièrement et les donner à Sami, qui va les copier sur un disque dur. Ces photos... Ce qui a beaucoup choqué César et ce qui est extrêmement choquant quand on regarde ces photos, c'est qu'en dehors des marques évidentes de torture et de je sais plus comment on dit, le fait qu'il n'ait plus à manger, enfin qu'il soit mort de faim. Affamé. Oui, ils sont affamés, voilà, merci. Les corps portent des numéros. Ils n'ont pas des noms, ils ont des numéros sur les corps, marqués à même la peau avec un marqueur. Ils ont 3 numéros. Un premier numéro qui correspond a priori au numéro du détenu. Un deuxième numéro qui est le numéro de la branche dans laquelle ils ont été détenus, c'est-à-dire la branche 215, la branche 227. Ces numéros que vous voyez là, la branche 248.
ou alors le mot jaouillé, qui veut dire service de renseignement aérien. Et ils ont un troisième numéro, qui est le numéro du médecin légiste, parce que les corps sont posés dans un hôpital militaire. Au départ, ils sont dans une morgue, et puis les soldats, les infirmiers soldats, les infirmiers militaires sortent les corps de la morgue, les posent par terre. César ou les membres de son équipe photographient les corps, on les remet dans les frigos. Et puis au fur et à mesure, les corps sont tellement nombreux qu'on les pose en tas sous le hangar de l'hôpital Mézé, qui est un hôpital militaire à Damas. Et le médecin légiste du régime attribue un troisième numéro à ces détenus. Et il remplit un daftar, comment on dit, un cahier avec numéro après numéro. Il remplit des colonnes pour dire qui ils ont photographié. Donc ces corps ne portent plus que des numéros. Au début, César photographie les corps à l'hôpital Teshrin, qui est un hôpital au nord de Damas. Et puis ensuite, il ne peut plus aller à Teshrin parce qu'il y a effectivement des manifestations, il y a des barrages, c'est compliqué. On lui demande d'aller photographier les corps à l'hôpital Mézé, l'hôpital militaire de Mézé, qu'il se trouve ici. Alors, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si... Est-ce qu'on voit la souris là ou pas? Oui, on voit la souris. Cet hôpital Mézé, qui est dans le quartier de Mézé, qui est un hôpital extrêmement connu, il est là. Vous avez une première partie qui est ici, où sont les malades. Damas toujours, hein, on est à Damas. On est en plein cœur de Damas. Vous avez les hangars qui sont ici, et ici même où étaient déposés les corps. Et ici, là, juste là, à 400 mètres à vol d'oiseau, vous avez le palais présidentiel. Et ici, juste là, à 50 mètres de l'enceinte sud de l'hôpital, vous avez le lycée français. Donc là où on apprend le français encore aujourd'hui et où vont certains de nos parlementaires pour défendre la francophonie, se trouve à 50 mètres de l'enceinte sud de l'hôpital Mézé et disons à 150 mètres à vol d'oiseau des cadavres, des hangars sous lesquels étaient entreposés les cadavres que César et ses collègues devaient photographier. Pourquoi est-ce qu'ils étaient chargés de photographier ces cadavres? C'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse. On a des hypothèses, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut trouver, beaucoup de choses sur lesquelles il faut enquêter. César a accepté de témoigner, mais il n'a vu qu'une partie de cette machine de mort syrienne, simplement la partie où il était chargé, lui et ses collègues, de photographier les cadavres. Mais tout ce qui se passe dans les centres de détention, il ne sait pas. Il n'était pas dans les hautes sphères, donc il était un simple photographe militaire. Les hypothèses qu'on a pour expliquer ce geste de photographier les cadavres, la première est que la Syrie est une dictature. Et comme dans beaucoup de dictatures, personne ne fait confiance à personne. C'est vraiment le règne de la terreur en Syrie. Et Hamid nous en a parlé. Et ses dessins le montrent très bien. Il y a la terreur qui règne. Personne, même dans les familles, on ne se parle pas forcément politique. On ne parle pas du président. On a vraiment très très peur. Et même ici, j'ai fait une intervention. Et ça, j'ai appris ça la semaine dernière à Tours. Un jeune homme d'une quinzaine d'années, né en France. Ses parents sont syriens et ils ont immigré, je ne sais pas à quel âge. Même lui, français de 15 ans, n'osait pas prononcer le nom de Bachar al-Assad chez lui en France. Donc vous imaginez la terreur qui se transmet de génération en génération pour qu'un Français d'origine syrienne de 15 ans n'ose pas parler de Bachar el-Assad avec ses propres parents dans une ville comme Tours, en France. Voilà ce que j'ai appris la semaine dernière. Donc, dans cette dictature, personne ne fait confiance à personne. Donc, au sein du régime, en fait, on documente. On pense qu'en fait, on fait ces photos pour dire à son supérieur, voilà, j'ai fait la photo, ces manifestants, puisque les premières photos, ce sont des manifestants de Daraa. Ce sont vraiment des gamins, des femmes qui ont une balle dans la tête, des grands-pères qui sont photographiés. Et c'est peut-être à ce moment-là, ils se sont dit, bon ben voilà, on vous montre qu'on a effectivement réprimé les manifestations. D'ailleurs, regardez, voilà les photos des manifestants qu'on a tués. Et ensuite, la machine s'emballe et ça devient une routine. Ensuite, on photographie les détenus. Alors au début, vous en avez 10, puis vous en avez 20, puis vous en avez 50.
Et quand César a quitté la Syrie parce que sa sécurité devenait vraiment menacée, il en était parfois à 70 photos de cadavres par jour. Donc il y a vraiment un emballement de la machine. Donc une des raisons de ces photos, c'est de dire à son supérieur, on a bien fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi des numéros ? Un Syrien que j'ai rencontré émet l'hypothèse que, quand même, c'est une façon aussi de se protéger. Si vous n'avez pas les noms des prisonniers sur les photos, vous avez un problème de traçabilité, et si les familles veulent bien peut-être prouver que leur enfant a été torturé, et que d'ailleurs on voit les marques de torture, ou alors essayer de retrouver leur propre enfant, c'est peut-être plus facile avec un nom qu'avec un numéro. Et il faut savoir que, alors je ne sais pas si les parents de Hamid ont dû payer, mais en fait, quand vous avez votre proche qui a disparu, le seul moyen d'avoir des renseignements, c'est d'avoir un contact au sein des services de renseignement et de donner de l'argent. Et vous donnez de l'argent pour avoir un peu d'informations, pour savoir que votre enfant est dans telle branche des services de renseignement ou à tel endroit, ou alors il est arrivé en prison, il a été jugé avec évidemment des accusations complètement farfelues, et il est maintenant à la prison de Sednaya ou à la prison d'Adra. Donc vous payez. Et en fait, c'est comme ça aussi que le régime, pour l'instant, se finance. Garance, je t'interromps juste un instant, juste pour lire un passage de ton livre qui illustre assez ce qu'on a connu à d'autres périodes de l'histoire de l'humanité, sur la banalité de l'horreur. Hein. Donc c'est César qui raconte. À l'époque, notre service était assez recherché par les soldats de base ou les appelés. Beaucoup voulaient y être affectés car il n'y avait pas énormément de travail. On avait des affaires tous les 2 ou 3 jours. C'était un service aussi où on n'est pas obligé de porter un uniforme. On pouvait choisir de travailler en uniforme ou non. Et puis, pour expliquer là aussi à quel point le régime fonctionne d'une manière quand même très organisée et assez sophistiquée, mais les officiers, eux, n'étaient pas attirés par ce service. C'est vrai que diriger des photographes et des archivistes n'est pas prestigieux. La police militaire n'a pas beaucoup d'autorité dans le pays. Rien à voir avec les services de renseignement. En plus, souligne-t-il, on n'avait pas de relation avec les civils, donc pas de possibilité de gagner de l'argent avec des bakshish, comme dans les services des douanes, dans les ministères ou dans l'administration. On n'avait pas non plus d'influence sur la sécurité de l'armée. Donc ça décrit assez bien la banalité du bureaucrate de base et du régime et du système de la machine de mort syrienne. Il s'appelait Khaled et il avait 42 ans. C'était un père de famille. Il a été arrêté 2 fois. La première fois, c'était en mars 2012. Il est resté 5 mois emprisonné. Et sa famille a payé l'équivalent de 4 000 € pour le faire sortir. Il est originaire de Daraya. Daraya, c'est une ville à 10 km au sud-ouest de Damas, qui est extrêmement connue parmi les révolutionnaires syriens, parce que c'était une ville où énormément de manifestants ont manifesté de manière pacifique, en donnant même des fleurs aux soldats, et d'où sont originaires beaucoup de révolutionnaires qui ont été arrêtés et qui sont très connus au sein de la Révolution. Et après avoir été arrêtés, en août 2012, le régime commet un massacre dans cette ville. Il y a 700 civils qui sont tués. La famille de Khaled décide de quitter Daria et ils vont s'installer dans le quartier de Mezzeh, à quelques centaines de mètres de l'hôpital militaire. Et le 2 janvier 2013, Khaled part acheter de la viande et il ne revient pas. Et sa famille essaye d'avoir des renseignements. Il paye une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et on leur dit « Vous inquiétez pas, ça va. Khaled est là, il va bien. Il faut nous donner encore un petit peu d'argent, puis on va bien s'occuper de lui. » Et ils ont continué à payer. Ils ont payé plusieurs fois. Et puis la famille a fini par quitter la Syrie. Et quand les photos de César ont été publiées sur Internet, ils ont découvert le corps de Khaled. Et en fait, il était mort. Il est mort, il pense, 15 jours à peu près après son arrestation. Là, il porte le pyjama qu'il avait sous ses vêtements parce qu'il faisait très froid le 2 janvier 2013.
Et en fait, ils ont continué à payer. On leur disait que Khaled était vivant et Khaled était déjà mort. Voilà, c'est comme ça aussi que fonctionne aujourd'hui le régime. Elle avait 24 ans, elle s'appelait Rehab El Alaoui, et elle a été arrêtée le 17 janvier 2013. Elle était étudiante en génie civil à l'université de Damas. Et en fait, elle avait fait quelques manifestations, et puis surtout, elle aidait les déplacés. Et elle est morte au bout de quelques mois, et sa famille aussi a beaucoup payé. Sa famille a payé une première fois. Après, on leur a fait comprendre que leur fille était morte. Et puis, des gens du régime sont retournés voir la famille en disant « Non, non, elle est vivante. Elle est vivante. » Ils ont payé à nouveau. On leur a fait croire que leur fille était partie se réfugier en Jordanie. Et en fait, la famille a découvert la photo de Rehab quand certaines des photos de César sont sorties sur Internet. Donc là, vous voyez, c'est très clair. Vous avez un premier numéro, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de 1935. Ça, c'est son numéro de détenu, 215, elle était dans la branche 215. Et de 1487, c'est le numéro B, c'est le numéro du médecin légiste. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques photos de César. Regarde ceux qui veulent regarder. Là, ce sont des gens qui ont été visiblement affamés, hein, Affamés. Garance. Ça, vous êtes dans la morgue et vous voyez les pieds de gens du régime. Et ça, ce sont des cadavres qui étaient entreposés donc à l'hôpital Mézé à l'extérieur. Et là, pareil, c'est sous le hangar de l'hôpital Mézé. C'est un des hangars que je vous montrais sur la carte de Google Earth. Quand le dossier César est sorti et qu'il a été étudié, enfin quand les photos ont été étudiées par des médecins légistes et par des avocats internationaux, un expert médico-légal britannique a dit quand je sais ce que c'est que de transporter des corps avec des sacs en plastique, quand je vois autant de corps et autant de sacs en plastique, cela ressemble à une ligne de production. Et les mots ligne de production sont ses propres mots. Et là, voilà, en fait, vous avez le mont Mézé derrière, et ce qui permet de localiser vraiment l'hôpital Mézé et de bien savoir qu'on est à l'hôpital Mézé. Voilà, en gros, je pense que je peux raconter. Bien, merci Garance. Bon, évidemment, ça se passe de commentaires, c'est assez indicible. Mais c'est malheureusement une réalité en Syrie qui s'est, je dirais, accélérée depuis 2011, mais qui a toujours été très présente dans la vie des Syriens depuis 1970 et la prise de pouvoir par le père de Bachar al-Assad, et qui a vécu une accélération du régime. Et plus ce régime, évidemment, va être acculé, et plus il est à craindre qu'il alimente ou qu'il devienne de plus en plus barbare et sauvage. On va passer maintenant à Simon Forman, qui est avocat et qui assiste des organisations internationales sur la question comment on peut prendre en charge d'un point de vue juridique, judiciaire, ces crimes de masse, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre. Alors, ce n'est pas des débats, évidemment, qui sont nouveaux, c'est des débats qui datent depuis l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. C'est toujours extrêmement compliqué, évidemment. Dans le cas de la Syrie, on voit bien qu'à la fois, il y a le cynisme des relations internationales, il y a d'énormes enjeux et des luttes d'influence, des luttes stratégiques. Donc, pour un juriste, Simon, comment on peut appréhender ce genre de situation, ou comment on peut donner une perspective tant soit, en tout cas, peut-être pas optimiste, mais moins pessimiste possible. Simon ? Je ne sais pas si ça marche, oui. Comment on peut l'appréhender ? J'ai envie de dire avec patience, parce que ça va être une aventure de longue haleine.
Et c'est ça qui est formidable dans le réflexe qu'ont eu César et son ami de dire on va constituer des preuves. Ça a été ça leur démarche. C'est ne pas déserter, rester, prendre des photos, les copier sur clé USB pour pouvoir les faire sortir de Syrie. C'est constituer des preuves, c'est faire un travail pour l'avenir. Tu disais le débat sur qu'est-ce qu'on peut faire après un conflit pour en tirer les leçons et punir les crimes qui ont été commis. C'est un débat qui existe depuis l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Même avant, après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles avait prévu de juger l'empereur Guillaume s'il n'avait pas trouvé refuge à La Haye, aux Pays-Bas. Il aurait peut-être été jugé par une cour pénale internationale. Déjà, le traité de Versailles prévoyait ça. Ça n'a pas eu lieu. Par contre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les tribunaux de Nuremberg, le tribunal de Tokyo. Et depuis, le droit international a fait des progrès. Et aujourd'hui, il existe une cour pénale internationale. Il existe des tribunaux spéciaux, ce qu'on appelle des tribunaux ad hoc. Il y en a pour le Rwanda, il y en a eu pour le conflit de l'ex-Yougoslavie, il y en a un au Cambodge, il y en a eu un en Sierra Leone. Il y a un certain nombre de tribunaux qui ont été mis en place comme ça, généralement après les conflits. C'est pour ça que l'idée de la Cour pénale internationale, quand elle a enfin vu le jour, qu'elle est ressortie des cartons dans les années 90, après la fin de la guerre froide, quand ça a permis à la communauté internationale de se remettre à travailler sur cette très vieille idée d'une Cour pénale internationale, l'idée c'était d'avoir une Cour permanente, universelle, qui ne soit pas créée après le conflit pour juger en gros les perdants. Vous savez que c'est le reproche qu'on a toujours fait au tribunal du Nuremberg, c'était le tribunal des vainqueurs pour juger les perdants. Et l'idée c'était celle-là, d'avoir une juridiction permanente qui pourrait connaître des crimes au fur et à mesure qu'ils se commettent et qu'ils sont dénoncés. Alors elle est toute jeune, cette Cour pénale internationale, elle existe depuis 2002. Et pour le moment, elle n'est pas encore reconnue par l'intégralité de la communauté C'est internationale. important de souligner qu'elle n'a pas été ratifiée notamment par des grands pays comme les États-Unis. Alors, ne l'ont pas ratifié les États-Unis, la Russie, la Chine, pour citer 3 membres permanents du Conseil de sécurité, d'autres grandes puissances comme Israël, comme l'Inde, et puis la Syrie non plus ne l'a pas ratifiée. Donc elle n'est pas reconnue universellement. Lorsqu'un pays l'a reconnue et a ratifié les statuts de la Cour, elle peut intervenir, son procureur peut enquêter sur les crimes commis sur le territoire de ce pays. Lorsque ce n'est pas le cas, ça doit passer par un filtre politique. C'est la faiblesse de ce mécanisme. Ce filtre politique, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. La Cour pénale internationale a pu être saisie de la situation du Darfour au Soudan parce qu'il s'est trouvé une unanimité parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le faire. Personne n'a mis son veto. Elle a pu le faire à nouveau pour la Libye avec Kadhafi en 2011. Le Conseil de sécurité a saisi la Cour pénale internationale de la situation en Libye. Mais pour la Syrie, la France, le Royaume-Uni ont essayé à 2 reprises, je me demande peut-être même à une 3e reprise, je ne suis pas sûr, d'obtenir que le Conseil de sécurité vote une résolution saisissant la Cour pénale internationale. Mais les 2 fois, peut-être 3, je ne suis pas sûr, en tout cas 2 fois, la Russie et la Chine ont mis leur veto. Et donc la Cour pénale internationale ne peut pas, pour le moment, se saisir, exploiter les preuves que César a permis de sortir de Syrie, exploiter les autres preuves que réunissent d'autres personnes, d'autres commissions d'enquête, d'autres récolteurs de preuves dont Garance pourrait parler. Donc pour le moment, sur le plan de la justice internationale, c'est un petit peu bloqué. Mais je disais, il faut prendre les choses avec patience parce qu'on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Ce sont des crimes qui sont imprescriptibles en droit international. Et il arrivera un jour où... On l'a vu dans le cas du génocide au Cambodge. Hein. On l'a vu par exemple dans le cas du génocide du Cambodge, où les procès ont lieu en ce moment, plusieurs dizaines d'années après les faits. On a vu également quelque chose qui est encourageant. Je ne suis pas un optimiste à tout crin, naïf et angélique, mais il y a des signes encourageants, par exemple sur le Rwanda. C'est un petit peu différent parce qu'il existe un tribunal international, mais en France, on a jugé en 2013 un capitaine des services secrets rwandais qui a été condamné par un tribunal français, une cour d'assises française, à 25 ans de prison pour son rôle dans le génocide de 1994. C'était 20 ans plus tard.
au nom de ce qu'on appelle la compétence universelle. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est lorsque la justice internationale elle-même est bloquée, il existe de plus en plus de pays dans le monde qui pratiquent ce qu'on appelle cette compétence universelle, qui est inscrite dans le statut de la Cour pénale internationale. Dans le préambule de la Cour pénale internationale, il est indiqué que les États qui reconnaissent cette Cour reconnaissent également que la responsabilité de juger les crimes internationaux, elle pèse d'abord sur les États eux-mêmes, et que la Cour pénale internationale, elle ne doit intervenir que par défaut, lorsque aucune justice nationale ne peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'une Cour pénale internationale, c'est une toute petite structure qui est dans un bâtiment à La Haye avec 18 juges qui ne peuvent pas à 18 juger toute la criminalité du monde. Donc l'idée qui est inscrite, gravée dans le marbre, c'est que la responsabilité pèse d'abord sur les États. Et de plus en plus de pays, je crois qu'on en est à une centaine de pays dans le monde aujourd'hui, reconnaissent cette compétence universelle et la pratiquent de manière plus ou moins étendue. En France, c'est pour le moment très restreint, la compétence universelle. La France reconnaît ses tribunaux compétents pour juger le crime de torture. Donc pour la Syrie, elle pourrait intervenir, puisqu'on voit que le crime de torture est avéré. Terrorisme, pas encore. Mais dans ce qui nous intéresse, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, la compétence universelle fonctionne en France, est admise par les lois françaises pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, parce qu'on a voté des lois dans les années 90. On était encore un peu plus ouvert qu'on ne l'est aujourd'hui sur cette notion de compétence universelle. C'est là-dessus que 20 ans plus tard, un capitaine rwandais a été condamné à 25 ans de prison par une cour d'assises française. Et des organisations comme celle à laquelle j'appartiens, Amnesty International et d'autres, se sont réunis dans une coalition d'ONG qu'Amnesty préside, qui s'appelle la Coalition française pour la Cour pénale internationale, demande aujourd'hui à la France et au Quai d'Orsay, par exemple, d'élargir sa législation et de lever les verrous qui empêchent les tribunaux français de pouvoir pratiquer la compétence universelle, par exemple sur la Syrie. Alors, il y a eu cette information assez incroyable il y a 2-3 mois, lorsqu'on a appris que le parquet de Paris, le parquet du tribunal de grande instance de Paris, ouvrait une enquête sur la base des photos de César pour essayer de donner une suite judiciaire. Le Quai d'Orsay ayant constaté qu'au niveau de la Cour pénale internationale, c'était bloqué par le veto russe et chinois, s'est dit, bon, on va saisir le parquet de Paris pour que la justice française puisse faire quelque chose. Parce qu'il y avait des Français qui avaient été torturés ou qui sont morts ? Ou binationaux. Et c'est là que la démarche du Quai d'Orsay est assez ambiguë et presque schizophrène, parce que d'un côté, Laurent Fabius fait des tribunes dans le monde pour dire appeler la Russie et la Chine à laisser passer la justice, et je parle d'un peu de schizophrénie et d'ambiguïté, parce que d'un autre côté, là où nous, ONG, on demande au gouvernement français de faire passer une loi qui est dans les tuyaux, qui est déjà rédigée, qui a déjà été adoptée au Sénat, mais qui n'est pas inscrite à l'Assemblée nationale, qui permettrait aux tribunaux français d'être compétents pour la Syrie aussi et pour le reste du monde, le gouvernement bloque, et notamment le Quai d'Orsay bloque, en ayant un petit peu peur des conséquences diplomatiques possibles de ce type de loi. Et il se retrouve à devoir saisir la justice. Mais la justice, avec les moyens qu'elle a aujourd'hui, elle ne peut intervenir que s'il y a des Français parmi les victimes ou parmi les coupables. Donc, c'est un petit peu absurde, ce dépôt de plainte auprès du parquet de Paris, avec un office de gendarmerie qui est chargé d'instruire cette plainte, d'examiner ces photos, d'entendre des témoins, de conduire une enquête, mais tout ça pour aboutir à essayer d'identifier parmi ces corps de malheureux suppliciés s'il y a par chance des doubles nationaux qui auraient la nationalité française, qui permettraient à ce moment-là de mettre en examen à distance les responsables de ces tortures, et puis d'espérer les capturer un jour où ils quittent la Syrie, où ils passent en France, où ils passent dans un pays avec lequel la France a des accords d'extradition. Donc on arrive à ce résultat, à mon avis, absurde et injustifiable, où si au bout de 6 mois ou 1 an ou 2 ans d'enquête, les gendarmes concluent ben non, il n'y a pas de double nationaux, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? On va dire aux autres victimes, vous ne nous intéressez pas, les tribunaux français ne peuvent pas s'occuper de vous. C'est pour ça que nous, on est... a fortiori maintenant que la loi a déjà été votée au Sénat et que le Quai d'Orsay a eu ce geste de saisir les tribunaux français, le parquet de Paris, le parquet du tribunal de Paris pour qu'il enquête, lui dire allez jusqu'au bout de votre démarche, faites voter cette fameuse proposition de loi, et on espère bien qu'elle va être votée dans les mois qui viennent, qui permettrait de faire des mises en examen et d'aller plus loin dans le processus judiciaire, même s'il n'y a que des Syriens et pas de Français dans les victimes.
Alors, pourquoi c'est si compliqué et puis, une autre question de béotien, je ne suis pas juriste. Les pays qui sont membres des Nations Unies, ils ne sont pas tenus de ratifier des accords internationaux et surtout de les respecter? Ils sont tenus de les respecter quand ils les ratifient, ils ne sont pas tenus de les ratifier. Les Nations Unies, de temps en temps, proposent un traité sur un sujet, le commerce des armes, le désarmement, que sais-je, la justice pénale internationale, mais ce traité n'engage que les États qui le ratifient. Et c'est pour ça qu'on fait également des campagnes auprès des États pour que la ratification soit la plus massive possible. Il y a 192 États membres, ou 194, je ne sais plus, aux Nations Unies. Pour la Cour pénale internationale, on en est à 125 qui ont ratifié. Et on l'a dit tout à l'heure, il manque quand même quelques poids lourds. Ça progresse? Doucement. Patience. Donc, Patience, mais le temps est toujours l'arme de la justice, et surtout pour des crimes imprescriptibles. Et puis, si ça ne progresse pas à l'échelle internationale, ça progresse à l'échelle nationale. En France, ça a avancé dans les années 90, maintenant ça ralentit. Je viens de le dire, cette proposition de loi, elle est pour le moment un petit peu bloquée. On espère que ça va se débloquer. Mais dans d'autres pays, le travail que font en ce moment les enquêteurs français pourra peut-être servir si un jour un responsable du régime syrien qui a une responsabilité dans ces crimes est identifié alors qu'il séjourne, je ne sais pas, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, des pays où la législation est un petit peu plus en avance par rapport à la législation française. Il y a des accords d'entraide judiciaire qui font que ce travail d'investigation pourra être utilisé ailleurs. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'un jour, quelqu'un aura des comptes à rendre devant une justice. Je ne sais pas si ça sera la Cour pénale internationale. Je ne sais pas si l'ONU, un jour, créera un tribunal spécial pour la Syrie. Ou je ne sais pas si ça sera un pays qui utilisera sa compétence universelle pour juger ses responsables. Je suis optimiste sur le fait que ce n'est pas de l'optimisme, c'est inéluctable. Un jour arrivera où des comptes devront être rendus par quelqu'un devant des juges. C'est une question de temps. Merci Simon Forman. Bon, on va être au moins sur cette note un peu optimiste. On va ouvrir le débat maintenant. Sauf si Garance, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient d'être dit ou Hamid? Non. Non. Bon, on va ouvrir le débat. Je vous demande d'être un peu discipliné, pas faire de contre-intervention, mais de poser des questions. C'est l'intérêt d'avoir quand même des invités qui sont à la fois en capacité de répondre et en même temps qui peuvent apporter un témoignage sur leur situation. De vous présenter et de poser votre question. Alors, on a un petit peu de temps, 15 minutes. Je serai très strict puisque je crois qu'on doit clore à 20h. Non, c'est silencieux. C'est toujours le premier, le plus difficile. Hein. Madame, voilà. On a un micro là? Oui. Merci, madame. Excusez-moi, ce n'est pas une question, mais c'est pour savoir la première ville que vous avez indiquée qui avait fait la révolution dans le sud. Dera, D-E-R-A-A. D-E-R? D'accord. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est une question pour Garance. En fait, je voulais savoir si vous avez communiqué donc avec César. Et vous n'avez témoigné tous ces corps en photo, vous les avez vus qu'en photo, sur place? Oui, en fait, la Syrie nous est interdite. Enfin, c'est très compliqué de travailler en Syrie, évidemment. Pour aller du côté du régime, il faut avoir un visa. Pour avoir un visa, il faut être assez copain avec le régime, ce qui n'est pas mon cas. Et César venait de Damas, donc lui, il a été exfiltré à l'été 2013. Et moi, je l'ai vu dans un pays d'Europe du Nord, effectivement, une fois qu'il avait été exfiltré. Mais je ne suis pas allée dans ces centres de détention, je ne suis pas allée à l'hôpital Mézé. En fait, j'ai travaillé avec le témoignage de César. Le témoignage de César représente à peu près 30% du livre. Le reste, ce sont vraiment des témoignages de rescapés, de gens comme Hamid, qui ont pu raconter en détail ce qu'ils avaient vécu au sein des centres de détention, et également les gens du groupe politique, les opposants politiques qui ont aidé César à sortir de Syrie et qui ont monté ce dossier au niveau politique pour le faire entendre sur la scène diplomatique.
Donc c'est toute cette histoire-là qui est racontée dans le livre. C'est un peu comme un puzzle, quoi. Oui, madame. Oui, excusez-moi. Merci pour votre témoignage. Je voulais savoir comment César avait réussi à sortir de Syrie et pourquoi les interviews avaient pu être... ont pu être réalisées. Voilà, merci. Alors il est sorti comme beaucoup de Syriens, comme des gens qui habitent à Damas et qui veulent s'enfuir. Il a été aidé par la rébellion, la révolution, les opposants politiques, les démocrates, les révolutionnaires, je ne sais pas comment on peut les appeler, et des membres aussi de l'armée syrienne libre, qui est donc l'armée qui est opposée au régime. Et en fait, il a quitté Damas vers le sud. Et comme le pays était très morcelé dès 2012, en fait, il est passé de main en main pendant 3-4 jours pour atteindre une frontière sud. Et ensuite, il a attendu 1 mois pour pouvoir traverser illégalement une des frontières et quitter la Syrie. Et ce qui est assez intéressant dans son témoignage, c'est qu'en fait, il habitait à Damas. Il vivait, je ne sais pas si on peut dire bien, mais il vivait. Et en fait, il a découvert, en attendant 1 mois à la frontière de pouvoir passer illégalement, il a découvert ce que c'était de vivre dans une zone dite libérée, donc sous les bombardements et en ayant faim. Et là, il a découvert l'autre partie de son propre pays qu'il ne connaissait pas et qu'il n'imaginait même pas. Donc ça, c'était très intéressant. Et la deuxième question, c'était sur l'interview, c'est ça ? Comment s'est faite la rencontre avec César, ouais. Ça a été long. Ça a été long et c'est toujours compliqué de répondre à cette question. En fait, je suis rentrée en contact avec le groupe politique qui l'avait protégé et qui a donc porté ce dossier au niveau diplomatique. Et ils ont surtout compris que ce livre ne serait... que la rencontre, le but n'était pas d'avoir un scoop et d'avoir une interview dans un journal quelconque, mais on partait vraiment sur un livre qui ne serait pas que l'histoire de César, mais justement l'histoire des rescapés et essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et puis ça se fait petit à petit, avec beaucoup de temps, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, mais aussi beaucoup de sincérité. Et je crois que César l'a compris. Et peut-être pour résumer d'une façon un peu romantique, parce que parfois on en a besoin. Un ami un jour m'a dit mais vous vous êtes trouvés tous les deux, et je crois qu'on s'est trouvés. Enfin voilà, ça s'est fait d'une manière très humble, et il a compris ce que je voulais faire, et j'ai compris un peu qui il était, et voilà, on a parlé longuement. Ça s'est fait comme ça. Faut quand même souligner qu'il vit toujours, qu'il est en Europe du Nord quelque part, et qu'il est toujours évidemment très inquiet pour sa sécurité. Il est toujours inquiet de sa famille. Pour sa sécurité, il est inquiet pour ce qui se passe aussi en Syrie, et il attend une justice. Et c'est intéressant, puisque alors Simon nous dit qu'il faut prendre son temps. On ne vit pas dans les mêmes temporalités. César et les Syriens ne vivent pas dans notre temporalité. Plus on attend, plus la violence est forte. Et en faisant... un raccourci qui n'est pas vraiment un raccourci. S'il n'y avait pas toute cette violence du côté du régime, il n'y aurait pas Daesh. Voilà. Et il faut peut-être rappeler que 8 victimes sur 10 sont le fait de la répression du régime et pas de Daesh. Et plus on attend, plus la violence s'incruste, plus des haines s'installent entre les confessions. Et bien sûr que la temporalité de la justice internationale c'est une temporalité longue, il faut prendre son temps, mais c'est pas possible, quoi. Quand vous êtes en Syrie, que vous recevez des bombes sur la figure et des barils de TNT et que vous êtes torturé à mort, on peut pas imaginer que cette justice a besoin de prendre son temps. Et César n'a jamais imaginé que cette justice prendrait autant de temps. Et il est évidemment extrêmement déçu de ce qui se passe, et surtout il ne comprend pas, mais c'est compréhensible qu'il ne comprenne pas, quoi. Simon, tu fais un commentaire ? Juste un mot pour dire, je ne dis pas qu'il faut que la justice prenne son temps. Je dis que malheureusement, le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est qu'à la longue, ça finisse par avancer. Mais bien sûr, entièrement d'accord avec le constat, oui. Monsieur ? Oui, allez-y. Bonsoir, merci pour votre témoignage, Hamid. Moi, je me demandais justement de la Syrie à l'Égypte, à l'Allemagne et à la France. Comment est-ce que vous avez vécu ? Vous avez dit que vous aviez passé 1 an en Égypte.
Comment est-ce que vous avez vécu, de quoi était faite votre vie, et aujourd'hui, de quoi est faite votre vie, s'il vous plaît? Merci. En fait, depuis que j'étais en Syrie, j'ai commencé d'être un artiste là-bas. Du coup, je suis allé en Égypte en pensant que je vais aller vivre là-bas. C'était ça le but. C'était pas une station pour moi. Du coup, en Égypte, j'ai commencé à faire des expos. J'ai commencé à travailler là-bas, mais il y avait aussi des tensions politiques en Égypte. Et c'était même difficile pour les Égyptiens pour travailler en Égypte. Du coup, je suis venu ici en France et je suis venu, vous montrer juste un peu la bande dessinée. Je suis venu ici spécialement parce que moi, toute ma vie, j'ai adoré la bande dessinée. C'est une culture qui n'existe pas en Syrie. Du coup, depuis maintenant que je suis en France, j'ai appris le français. J'ai commencé un peu à construire ma vie. J'ai commencé à faire des expos. J'ai exposé ici à l'EMA l'année dernière et maintenant, je suis en train de faire une bande dessinée sur la guerre en Syrie qui raconte la même histoire qu'on a discutée. Et en plus de ça, je travaille aussi avec Garance sur un documentaire. Je travaille de théâtre pour faire une pièce de théâtre qui s'appelle Winter Guests. C'est un témoignage de réfugiés syriens comme moi, qu'on fait témoigner notre expérience avec la guerre en Syrie. Il y a une de comédiens qui joue dans le spectacle, qui son père aussi se fait tuer sur de torture en Syrie, et qui a aussi se trouvé dans les photos de César. Du coup, d'être déraciné, d'être dans un exil, c'est riche d'apprendre les langues et d'avoir des expériences différentes que peut-être je n'avais pas à avoir si je restais en Syrie. Mais en même temps, c'est difficile, ça prend un peu de temps pour organiser. Je peux vous dire que ça fait presque maintenant 4 ans et demi que j'ai quitté la Syrie. Maintenant, je peux dire que je recommençais à construire ma vie ici en France. Est-ce que tu as des nouvelles de ta famille? En fait, ma famille, on est totalement séparés. Ma mère en Allemagne, moi je suis ici, mon frère aux Émirats arabes et mon père en Arabie saoudite. Mais ils sont en sécurité? Ouais. Bon, c'est l'essentiel. Madame? Merci. Merci beaucoup, Garance et Hamid, pour votre témoignage. Je trouve ça très impressionnant qu'on puisse parler de ce genre d'événements après les avoir vécus il y a si peu de temps. Ma question, c'est à Hamid, en fait, c'est assez simple. C'est comment vous voyez l'avenir de votre pays aujourd'hui, compte tenu du temps qui s'est passé, des horreurs qui s'accumulent et du jeu des puissances étrangères? En fait, c'est difficile. Personnellement, j'ai perdu beaucoup des amis. Je vois des photos de ma ville, des rues où j'étais élevé, qui sont totalement détruites. Je ne sais pas c'est quoi le futur de la Syrie, mais j'essaie de m'occuper de mon futur. Et pour moi, je ressens beaucoup de trucs, beaucoup de violence, beaucoup de tristesse par rapport à ce qui se passe en Syrie. Et du coup, j'essaie toujours de transmettre tout ça dans l'art à dessiner, qu'est-ce que je ressens. Merci. Madame. Oui, bonsoir, merci pour le témoignage. Moi, j'avais une question pour Maître Foreman. Je voulais savoir si c'était possible, si une intervention, pas militaire, parce que j'imagine que c'est pas possible, ni juridique, mais plutôt une intervention diplomatique serait possible dans l'état actuel du droit. Les interventions diplomatiques n'ont pas besoin d'être autorisées par le droit. La diplomatie, les États essaient de la faire de toute manière. Et la diplomatie française essaie de faire des choses. La diplomatie européenne, la diplomatie américaine essaye chacune aussi avec ses propres agendas politiques, ses propres éventuellement arrière-pensées. Mais ce n'est pas tellement le terrain sur lequel je suis capable de vous répondre avec précision. Ma compétence, c'est plutôt le terrain juridique. La différence entre les deux, c'est que l'intervention diplomatique, c'est une intervention purement politique qui n'est pas soumise à l'exigence de traités qui auraient besoin d'être ratifiés. Donc, intervention diplomatique, je pense que ça existe dans une certaine mesure.
C'est pas la même nature de difficulté que l'intervention judiciaire d'une cour pour laquelle il faut que les traités qui la permettent aient été ratifiés. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais... Garance, tu veux compléter sur cette question? En fait, tu connais bien le dossier, donc tu as quelques idées là-dessus. Non, mais sur certains dossiers, je réagis comme une citoyenne, quoi. J'ai un peu du mal à comprendre, en fait. J'ai du mal à comprendre. Ce qu'on comprend en gros, c'est qu'Obama n'a pas du tout envie d'intervenir, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une grande erreur en Irak en intervenant, et que ça a aidé aussi notamment à la création de Daesh, qu'aujourd'hui ils ne savent pas quoi faire et qu'on préfère s'occuper de Daesh parce qu'ils viennent tuer des gens chez nous, effectivement, mais que ceux qui meurent en Syrie ne comptent pas finalement pour nous. Et c'est ce que tu disais, Simon. Enfin, ça va être compliqué si jamais cette procédure... La procédure que la France a ouverte en septembre à propos des photos de César... quelque part, c'est une procédure politique aussi. Enfin, c'est pour garder la main, pour dire voilà, nous on est contre le régime syrien, mais a priori elle va pas aboutir. Au niveau diplomatique, maintenant il y a pas une guerre en Syrie. Il y a au moins 4 groupes. Il y a peut-être 15 guerres et il y a l'équivalent de 1300 milices. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir que les grandes puissances s'entendent pour négocier et que, malgré ce que beaucoup de gens aimeraient, le départ de Bachar al-Assad tout de suite, c'est pas forcément la solution. Peut-être qu'il faut aujourd'hui, maintenant, essayer de gérer localement des situations parce que la Syrie a totalement explosé. Je suis désolée pour les Syriens, je suis désolée pour Hamid, mais la Syrie d'avant n'existe plus. Enfin, je crois que maintenant il faut être réaliste. Et vous avez une Syrie totalement éclatée et qui a localement les situations sont totalement différentes d'un endroit à un autre. Entre deux villes à 50 mètres d'écart, les situations sont différentes. Parce que la révolution a éclaté partout et parce que cette révolution pacifique a été réprimée militairement par le régime. Donc les gens se sont défendus localement. Donc vous aviez des endroits en Syrie où les gens se sont armés pour se défendre. Donc vous n'aviez pas, comme en Libye, 2 fronts qui avançaient comme ça. Vous avez eu des situations locales. Aujourd'hui, la Syrie, maintenant, c'est énormément de situations locales différentes et peut-être qu'il faudra commencer à un endroit pour avoir un cessez-le-feu, puis peut-être essayer à différents endroits comme ça d'avoir un cessez-le-feu. Mais je pense que malheureusement les Syriens là, on ne leur donne pas la parole, quoi. Enfin, c'est un jeu entre les grandes puissances. Mais ça me dépasse un peu. Hein. Oui, c'est important de souligner qu'il y a évidemment à la fois des rivalités entre les grandes puissances dans cette région du monde qui est extrêmement convoitée, mais qu'il y a aussi beaucoup de divergences. Et ce qu'on paie aussi, tout est lié évidemment, ce qu'on paie aussi dans les débats sur la question du droit international ou éventuellement d'une intervention militaire sur laquelle une idée sur laquelle la France a été très en pointe à un moment donné, c'est le blocage aux Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité, le veto opposé déjà de la Chine et de la Russie, parce qu'on paie évidemment les errements de la guerre en Libye que les Russes et les Chinois avaient accepté après qu'on leur ait un peu tordu le bras et qui aujourd'hui sont vent debout et refusent même l'idée de pouvoir imaginer discuter de ce genre de débat. Donc voilà, c'est l'histoire récente, mais ça a des conséquences évidemment sur la tragédie syrienne. Madame ? Oui, une question sûrement naïve, parce que je suis comme vous, je réagis juste là en tant que citoyenne. Alors oui, il y a la justice, le temps de la justice, il y a la diplomatie, le temps de la diplomatie qui est souvent encore plus long peut-être, mais il y a aussi les citoyens. Et est-ce qu'il y a une mobilisation, c'est même pas est-ce que, comment plutôt la mobilisation citoyenne internationale pour être un peu plus, c'est un euphémisme, active en la matière et visible. Enfin, moi, je m'inclus dans ce tout petit peu parce que j'ai l'impression de rien faire. Et je pense aux Tibétains, je pense à Nelson Mandela, je pense à tous ceux qui ont eu à subir un jour ou l'autre des tortures ou des agressions. Et voilà. Merci. Garance, peut-être que Hamid aussi peut en parler, puisque Amnesty a lancé une campagne justement pour faire sauter les verrous qui empêchent... Alors c'est souvent des petites choses, on prend les grands sujets par des petits bouts.
Là, sur le terrain des suites juridiques, des suites judiciaires, Amnesty a lancé, pour ça tout à l'heure je disais, j'espère que cette législation française va être modifiée dans les mois qui viennent. Amnesty vient de lancer une campagne pour obtenir que cette loi qui a déjà été adoptée au Sénat en 2013 soit enfin inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Avant, on s'est fixé comme limite avant juin 2016, parce qu'on sait très bien qu'après, le calendrier politique franco-français fait que plus rien ne passera à l'Assemblée. On sera dans le début des présidentielles. Voilà, ça c'est un exemple. Donc Amnesty si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur le site d'Amnesty la campagne. Je ne sais plus comment on l'appelle, Stop Impunité, je crois que c'est le amnesty.fr/Stop Impunité, je crois. Enfin, vous mettez sur Google Amnesty Impunité, vous tomberez dessus. On a fait une petite vidéo qui explique de manière très pédagogique quels sont les verrous juridiques qui empêchent la justice française d'agir aujourd'hui. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, c'est un petit peu juridique, mais la vidéo est assez bien faite. Et elle est liée à une pétition pour essayer d'obtenir que ce texte... Alors, pour vous dire un tout petit peu que les choses avancent, on est en contact avec le ministère de la Justice, avec un certain nombre de parlementaires qui acceptent de relayer cette demande. Donc on a relativement bon espoir que les choses avancent un petit peu. Ça, c'est un aspect des choses. Mais il y a aussi des tas d'autres associations qui, sur le terrain, l'accueil des réfugiés, par exemple, c'est un sujet, c'est difficile de faire une soirée comme celle-là sans en parler. C'est un sujet sur lequel on a matière à interpeller nos dirigeants. En tant que citoyens français, qu'est-ce que la France fait pour l'accueil des réfugiés syriens? Tous ceux qui sont coincés en Grèce ou en Italie, il y a des associations très localement qui vous proposent d'accueillir des gens chez vous s'ils arrivent à rejoindre la France. Je pense qu'il y a 1000 petites manières, en regardant autour de soi et en cherchant sur Internet, de trouver une chose qui est à la portée de chacun d'entre nous. Il y a des ONG un peu généralistes comme la mienne, comme Amnesty, et puis il y a des tas d'ONG plus pointues sur tel ou tel sujet. Garance, tu en connais peut-être, ou tu as peut-être d'autres idées de réponse à cette question? Non, mais je pense qu'il y a l'association Revivre. Il y a des membres qui sont là, qui aident les réfugiés. C'est vrai que c'est plein de petites choses, quoi. Mais Hamid a peut-être une autre idée. Aider les réfugiés à s'intégrer. En fait, en France, le problème que le gouvernement ne fait pas un vrai programme d'intégration, comme en Allemagne, par exemple. Il a des cours de langue, il a de vrais cours de travail, de trouver un boulot, par exemple. Ici, j'ai fait une formation pour trouver un boulot en France. Et la formation, c'était pour les gars. Il faut qu'on va à Basilique Saint-Denis pour travailler dans le chantier là-bas, ou soit d'aller à l'armée, ou pour les femmes, faire le babysitting ou femmes de ménage. Il n'y a pas vraiment un vrai système pour aider les gens à s'intégrer. En fait, les réfugiés qui ne sont pas intégrés vraiment en France, peut-être c'est eux qui vont peut-être aller plus vers l'extrémisme s'ils ne trouvent pas vraiment leur endroit ici, et c'est une responsabilité sur les réfugiés et sur les Français pour aider les réfugiés à s'intégrer en France. C'est ça un truc. Merci Hamid. On va prendre deux dernières questions, je suis désolé. Oui, Monsieur, je remercie Garance. En tant que Revivre, j'avais honte ce matin en écoutant France Inter, quand j'ai entendu que nos puissants là, qui sont dans une station en Suisse ont déclaré que les réfugiés, c'est vraiment un problème pour l'Europe. Je crois que c'est surtout l'Europe qui a été un problème pour les réfugiés en ne faisant rien depuis maintenant 5 ans. C'est surtout ça, parce que vous savez, les réfugiés que l'on voit, certains, on ne les voit pas tous qui arrivent à notre permanence, dont certains ont été torturés. Je vous dis vraiment... on va découvrir dans les années qui viennent la terreur de ce qui est arrivé en Syrie. Il va y avoir un travail de reconstruction terrible à faire. Il ne faut pas oublier que le père Hafez el-Assad, il avait pris Alois Brunner quand même, qui est un des tortionnaires nazis, pour organiser sa police. Et je crois... les images que nous voyons nous font penser vraiment à une période qui n'est pas si loin de notre histoire. Merci. Une toute dernière question. Moi, je vais me faire disputer par Marty, et puis après, on clôt. Bonsoir.
Oui, moi je vais exprimer un point de vue un peu qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, à savoir que je suis un peu étonné. Là, on nous montre des images donc de 2011, 2012, le départ de Hamid de ces années-là également. On nous montre donc des images de torture, alors que la situation maintenant, c'est des massacres de masse. Mais je pense que c'est dépassé par rapport à ça. Les réfugiés, Hamid il a pu venir tranquillement et tout, mais maintenant c'est des centaines de réfugiés qui arrivent et on sait dans quelles conditions. Voilà un peu ce que je voulais dire ça. Maintenant, quand vous disiez sur la justice internationale, là c'est carrément... Mais qui c'est qui peut oser croire aujourd'hui qu'il y a une justice internationale? Vous parlez d'Amnesty International qui va faire ça, mais tout ce qu'a fait Israël, on n'en a jamais entendu parler. Les crimes de l'Arabie Saoudite, là, il y a une 50aine de personnes, 50 décapitations, il n'y a même pas un mois, il n'y a même pas eu presque de protestation. Et maintenant, voilà, madame, il a écrit un livre des tortures de 2011. On nous les montre maintenant. Voilà ce que. Merci. Ce que Très je voulais bien. dire. Un mot de conclusion, Simon, à chacun peut-être, avant de prendre ton micro. Merci. C'est difficile de conclure. Moi, je partage le sentiment de l'immensité de ce qu'il faudrait faire et d'être dépassé par tout ce qui arrive. Et à côté de ça, ce qu'on arrive à faire est forcément toujours impuissant. On a l'impression de vider les océans avec une petite cuillère, mais il faut bien commencer quelque part. Et je pense que chaque geste, que ce soit sur le terrain juridique, que ce soit sur le terrain de l'accueil des réfugiés, que ce soit écrire un livre, que ce soit recueillir des preuves qui serviront un jour, chaque geste compte et a son importance. Et c'est ça ou rien, donc il faut faire ça. Merci. Hamid? Je dis juste que j'espère qu'on va trouver la paix en Syrie et cette guerre va arrêter en Syrie, en Irak, en Libye, en Yémen et partout, qu'on trouve la paix et chaque personne dans le monde trouve sa liberté. On s'arrête l'acte de torture qui est un acte qui coule l'être humain, qui le fait entre tous les êtres. Merci. Garance? C'est vrai que le livre peut-être peut vous paraître tard. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en règle générale, les Syriens nous montrent la voie. Il y a chez ce peuple une très grande maturité, malgré les horreurs que commet le régime. Il y a une très grande maturité chez les Syriens et le fait de savoir que dès mars 2011, ils étaient déjà en train de documenter, de collecter des preuves de crimes et de vouloir... ils pensaient déjà à la justice transitionnelle quelques mois après le début de la Révolution. Et ça, je peux vous dire que c'est une sacrée leçon pour nous. Et quand on perd espoir, on parle avec les Syriens et on le retrouve un peu, malgré toutes les horreurs que eux vivent. Voilà. Merci de votre présence. Bonsoir.